stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! OK, on va commencer. C'est lundi, OK? On n'est pas habitué d'enregistrer lundi. C'est vrai. Notre horaire a été relativement instable depuis notre arrivée à Chaos Sport. Non, c'était un gros week-end aussi. C'était une grosse fête aussi d'enfants. Ah oui? Oui. T'étais-tu Pas mon enfant. T'étais-tu responsable de faire les... Je suis devenu responsable, en fait, parce que c'était dans un soccer intérieur. Ah oui? Fait que je suis devenu le coach en chef. OK. Et participant en chef. Est-ce que Yann, le magicien, était là? Parce que... Non, justement, Freddy, le magicien, clenche tout ça parce que... Ouais. Make me a bicycle clown, man! Salutations à Wedding Si vous êtes Crashers. sur l'île, je pense que même si vous... Magislin, as-tu déjà engagé ça pour la fête d'enfants, mon gars? Top! Pas vrai? Ouais. Non, mais je viens Pour de vrai, là. Les adultes qui étaient là capotent encore sur Magislin. On va-tu se faire chicaner par les ventes si on plug des magiciens? Parce que pour vrai, là, peut-être qu'il Yann pourra. le magicien, Nora a capoté sur lui hier à une fête d'enfants. Elle m'a montré 2-3 trucs avec des... de télépathie et d'élastique qui disparaissent dans les mains. Vous écoutez Plein Axe, édition du fin octobre, en fait, édition pré-Halloween. Frédéric Laure avec vous, commentateur des matchs du CF Montréal sur Apple TV, avec Olivier Brad qui fait exactement la même chose pour le compte de RDS et qui est très curieux. mon gars, j'ai écouté les séries éliminatoires. Qui est très curieux. T'es curieux. Je pensais que c'était très curieux, point. Non. Virgule. 2 points. Tu te déguises en quoi? Moi, écoute, Toi, tu dois détester te déguiser. oui. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pas dans ma vie sexuelle, c'est autre chose, mais dans la vie en général. Quand j'étais enfant, je me suis déguisé dans ma vie, je pense, 2 fois. Ah ouais, Ouais. même kid. Mais moi, j'étais un peu comme toi, sauf que... J'ai essayé ça l'Halloween. J'ai essayé ça, les parties costumés. Invitez-moi pas à un party costumé. Mais ta blonde, mettons, elle te force-tu? Non, mais non. Mais tu sais quoi? Mais pour l'autre partie, mettons... Toi et moi, on a des jeunes enfants, puis il y a des gens qui nous écoutent qui ont aussi des jeunes enfants. C'est peut-être qu'il y a un dilemme. On va passer l'Halloween, puis c'est le fun, on le passe avec des amis, puis des amis dans le quartier. Puis mon quartier est assez bien animé aussi. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs. Je dis ça, puis les gens me relancent constamment. « Ah ouais, moi, à Brassard, moi... Bon, bref. Mon quartier, ça va assez bien. Puis on s'ostine à savoir, on y va-tu toutes les deux avec les amis puis les enfants passer l'Halloween? Ou toi tout seul? Ou un des deux, parce que moi, en fait, parce que je suis tellement civil, moi, je veux absolument qu'un des deux reste à la maison pour donner des bonbons. Je dis, crème, on prend des bonbons dans ce quartier-là, on va en remettre aussi des bonbons dans ce Non, mais quartier-là. t'en remettras quand t'auras fini d'en prendre. C'est pas obligé d'être un popcorn. Mais voyons non. Quand on aura fini d'en prendre, ça va être pas mal fini. Il va rester 2-3 ados avec un... Ah, toi, parce viennent que de ta finir. théorie, c'est que tout le monde va vieillir au même moment, puis il n'y a plus personne qui va vouloir de bonbons. Plus tard, moi, je pensais ouais. dans la même journée. Ben, ouais, mais moi, non, moi, je suis... Quand tes enfants auront passé c'est le un stade où ils sont Attends, plus à prendre passer des des bonbons. bonbons, là, en tant que famille, c'est un plan de 9 ans, là, cette histoire-là. Ouais. Non? C'est un... Tu commences à 4, tu commences à 3, 4. J'ai pas assez de vision, tu me dis. Ado, exactement. Toi, là, c'est Freddy. Non, moi, je pense qu'il y a un 2029. party. Participe au party. Freddy 2029, c'est Ouais. là où tu commences à redonner des tirs. Ah ouais? Ouais. Ils en font-tu encore des tirs? Il y en a Le plus. tir Sainte-Catherine, mais oui. Mais c'est un classique, ça se démode pas. Mais oui, il y en a encore. Pas sûr. Idée de commanditaire. OK, hey, j'ai écouté les séries, mais c'est ça que je voulais te dire. Vas-y donc. J'ai passé un week-end où j'ai travaillé, je fais du tennis, entre autres, mais j'ai écouté les séries. Je suis assis sur mon divan, puis je vais juste te dire, puis là, je vais avoir de l'air du vendeur d'assurance ou du vendeur de char, mais salut à tous ceux qui vendent des assurances et des chars. Le niveau est top. Mon gars, là, pour de vrai, là, puis je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, et puis c'est une bonne nouvelle, qu'on n'a pas eu cette discussion-là, à savoir, c'est la MLS, ça c'est en dessous. non, là. c'est fini. Pour de vrai, là, c'est des... Moi, j'ai vu 3 des 4 matchs. C'est des saprés bons matchs que j'ai vus. Écoute, c'est pas le Real Madrid, c'est pas le El Clasico que j'ai aussi regardé en fin de semaine. Non, mais là, t'as on des s'entend. t'as des quarts de finale De de toute façon, Champions El Clasico, il y en a un. Mais dans le puis monde. de toute façon, j'allais dire, t'as des quarts de finale de Champions League en Europe. Là, Qui sont plates. Exactement. Qui sont plates de chez plates, mon Tout à gars. fait. Ça a été vraiment super. Le niveau est top. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça même dommage que ça se perde parce que c'est la NFL, début de saison de la NBA, début de saison de la NHL. Les Je me suis dit, Jays. est-ce que ça va être les Jays en ce moment? Ça se perd un peu dans tout ça. Je me suis demandé d'ailleurs, est-ce que ça se perdrait si, quand ça va changer le calendrier en 2027, quand ça va être en avril, mai, est-ce que ça se perdrait autant alors que tu es proche des séries NBA, NHL, bref. Aux États-Unis, moins. Ouais. L'autre chose aussi, parce que j'ai regardé El Clasico,
en même temps. Un des affaires qu'on fait bien, puis il y a des gens qui vont s'en foutre à la maison, mais pour de vrai, là, en MLS, ce qu'on fait bien, c'est la VAR. Ça va rapide. T'as-tu regardé le Classico, mon gars? Ça prend 5 minutes de prendre une décision. Puis ils ont la ligne de hors-jeu, ce qu'il n'y a pas en MLS. Ouais. La VAR a pris, à mon avis, ou à mon sens aussi, des mauvaises décisions dans le Madrid de Barcelone. Mais puis depuis le départ, la MLS est un leader en termes de VAR. Ça va bien plus vite. Ça va plus vite maintenant. Peut-être plus vite qu'ailleurs. Non, au début, là, il y avait des affaires pas possibles. À ce stade-ci, moi, ce qui est plus... La MLS devrait être la norme. L'incompréhension, c'est pas qu'on soit des précurseurs, chose que la MLS est. Là, juste pour rappeler aux gens, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans? Ça commence à faire un bail qu'on a fait venir Howard Webb pour structurer l'arbitrage qui, en passant, est loin d'être parfait. Là, puis on pourrait avoir Marco Donadel ici à Boren-Carlsberg avec nous autres puis en jaser pendant un bout. Mais l'arbitrage moyen en MLS, comme le niveau moyen de la MLS, souviens-toi, quand on était ensemble à TVA Sport, c'était une catastrophe. La vitesse du jeu, la qualité du jeu s'améliorait tellement rapidement que les arbitres ne suivaient pas. Les Silvio Petrescu de ce monde-là... Te rappelles-tu de Baldomero Toledo? Ben oui. Quand il sifflait, tu ne veux pas recommencer rapidement parce que... Il était stressé, là. Puis il soufflait tellement, il fallait qu'il prenne son souffle, fait qu'il arrêtait, il notait dans son cahier la faute, ça prenait 3 minutes, ça cassait des rythmes. Mais on n'a jamais vu ça. Ce qui est inconcevable pour moi, puis ça va être vraiment intéressant de voir avec la nouvelle technologie l'an prochain à la Coupe du Monde, comment ça peut prendre autant de temps que ça à prendre une décision? À un moment donné, tu sais... Moi, je te le dis, en MLS, ça va vite. Ouais, mais je veux dire, explique-moi comment ça va pas vite de même ailleurs. Oui, ça, c'est ça. C'est l'enjeu. Je peux pas croire, là. L'enjeu est pas relatif pour un arbitre quand il est dans le milieu. Bref, tu fais bien de le souligner. J'ai 2 autres affaires, juste par rapport aux séries. Vas-y. Jack Elliott. Qui marque contre l'Union. Son ancienne équipe. Ouais. Jack Elliott, c'est le meilleur défenseur dont vous n'avez jamais entendu parler. Ouais. Pour de vrai, là, c'est le gars le plus obscur. C'est un gars, si t'aimes la MLS, tu le connais, mais moindrement, tu t'intéresses en dilettante à ce circuit-là, tu le connais pas. Il a connu une super bonne saison encore avec Chicago. Quand je faisais ma liste, en fait, quand je faisais mes recherches pour défenseur de l'année, il revenait constamment dans les statistiques. Il est devenu capitaine instantanément. Il est capitaine de Chicago. D'ailleurs, en 2022, quand Jacob Glesnes de Philadelphie gagne, plusieurs gens à Philadelphie même me disaient, puis pas 1 ou 2, 4-5 m'ont dit... Entre Glesnes et Elliott, à ce moment-là, cette année-là, c'était Elliott le meilleur défenseur aussi. Alors, il a peut-être été volé du défenseur de l'année à ce moment-là. Bref, Jack Elliott, top, 30 ans, pur jus MLS. C'est un bonheur de le voir marquer. Puis, dernière affaire aussi, t'as-tu écouté ça, Tu vas faire le match de Vancouver? Attends une minute, tu vas-tu me raconter une autre affaire que tu as regardée en fin de semaine? T'as-tu vu ta blonde puis ton fils en fin de semaine? Toi, tu as regardé 14 matchs de MLS. Les Jays, le Classico. J'ai pas chômé. T'es-tu fait un risotto sur le side puis j'ai pas cuisiné en fin de semaine. Zéro? Ma blonde a cuisiné. Ça a permis justement d'écouter une game de plus. Toi, t'étais en bas puis tu disais « Hey, chérie! Es-tu prêt? 2 si tu mets. » Non, un beau braisé. D'ailleurs, bravo. Tableau. Félicitations. Le film Big. Quand tu feras le match Dallas-Vancouver, tu vas faire le match retour, là, tu regarderas Tate Johnson, le petit latéral gauche de 19 ans. Là. Ouais. Les gens vont s'en sacrer, ce que je veux dire, mais c'est dans les chroniques séparées à la naissance. Tate Johnson, là, c'est le même petit gars qui était le meilleur ami au début, de Big. Quand il met le 25 cents dans la machine. Oui, tu sais, c'est Billy dans Big. C'est le meilleur ami du gars qui devient grand, qui devient Tom Hanks, ultimement. Tate Johnson. D'ailleurs, c'est un film problématique, ça, parce qu'elle couche avec un mineur de 10 ans, puis il y a comme une histoire d'amour, puis en tout cas, bref. C'est correct, c'est les années 80, puis c'est un super bon film encore. Bref, séparé à la naissance, Tate Johnson, puis Billy, l'ami de Tom Hanks dans Big. Okay. L'acteur, j'ai checké, c'est qui? C'est Jared Rushton. Je vais te montrer, juste garde, tu vois? OK? Ça, c'est... Ah ouais. Pour ceux qui sont... Attends une minute, puis garde, check bien. Mais non, mais je vais te montrer le... Ah merde, OK, ouais. Ouais, quand même. Puis la même coupe. Je sais pas avec qui je fais ce match-là. Si c'est avec Jean Gounel, d'habitude, des références un peu obscures comme ça, Jean Gounel est très, très fort. Ouais. D'habitude, c'est plus musical.
Mais, c'est Billy dans Big. Hey, pour deux gars qui avaient dit on va commencer avec Messi, je te confirme que la tire Sainte-Catherine, Big, ton braisé... On va en faire des codes d'écoute, mon gars. Bon, hey, on a l'air de deux filles le matin, en fait. On devrait renommer notre podcast. Pourquoi? Comment? Ben parce que c'est plus large, plus sociétal, non? OK. Moi, tu vois que j'ai fait des auditions pour deux filles le matin. Oui? Oui. OK. Ça peut-être à la caméra j'ai chanté Si j'étais un homme de Diane Tell, ils m'ont pas pris. OK. Tu l'as regardé, le match, Messi? Oui, j'ai regardé, mais ce qui est au-delà de regarder ce match-là contre Nashville, qui ont gagné 3-1, c'est le fait qu'il a signé son contrat. Oui. C'est pas une méga nouvelle? Je sais pas si, à refaire, il l'aurait fait différemment, ça. C'était-tu une bonne chose que ça coule, qu'il allait peut-être signer jusqu'en 2028? Après, t'as Busquets, puis t'as Alba qui annonce leur retraite. On se demande si finalement il va rester. Finalement, il revient. Fait que c'était comme une demi-nouvelle qui a été ramenée. C'est énorme en soi. En même temps, il l'a annoncé de façon assez grandiose. Oui, puis ça a été bien fait, là, avec la vidéo de lui qui signe au milieu du nouveau stade, là, du Freedom Park, qui est encore en méga construction, parce qu'on s'entend que c'est ça, le nerf de la guerre pour Miami. Pour la MLS, c'est extraordinaire. Tu en as encore pour 3 ans, surtout une année de Coupe du Monde l'an prochain. Mais pour Miami, c'est que tu remplis ton Freedom Park en partant, puis tu vas créer des souvenirs extraordinaire dans un stade qui est neuf. Ça, c'est vraiment pas facile à faire. C'est ça la nouvelle. C'est au-delà, il re-signe, mais au-delà de tout ça, Lionel Messi aura signé pour 3 ans jusqu'à 2028. Il va-tu jusqu'au bout? Je suis un peu perplexe. Mais en même temps, ça veut dire qu'il va être là au moins 2027, parce que l'objectif de la MLS, là, puis on en a déjà parlé, puis on a fait un podcast en ce sens-là, puis on pourrait le refaire même très bientôt. C'est-à-dire que à quoi va ressembler la MLS en 2027? Techniquement, la Coupe du Monde, c'est un accélérant. En début d'année ou en fin d'année? Parce que c'est peut-être là que le point de bascule se décide. On change de calendrier à ce moment-là. Non, mais au-delà de tout ça, là, 2027, tu as une MLS transformée ou boostée, parce que techniquement, la Coupe du Monde va servir à ça. Tu es dans la queue de la comète de la Coupe du Monde. En 94, là, ça a été la Coupe du Monde en 94 aux États-Unis, a marqué une pierre blanche. Il y a un avant et un après. Et moi, je pense qu'en 2026, il devrait y avoir un avant et un après aussi. On a la structure pour récolter les fruits de cette Coupe du Monde-là. Comment ça va percoler aussi dans le public, au niveau aussi dans le mainstream. Ça va être important pour cette ligue-là. Puis ce qu'on voit de plus en plus, puis ce qu'on voit avec Messi, c'est que on va embrayer. Hein? New York va avoir un nouveau stade. Miami va avoir un nouveau stade. Chicago s'en vient avec un stade entièrement financé par son propriétaire aussi. Cette ligue-là va embrayer, va prendre une autre vitesse dès 2027. La nuance qu'il faut faire, c'est que moi, je pense que, contrairement à la Coupe du monde de 94, qui a servi à ouvrir les yeux à l'Amérique du Nord, sur l'importance qu'a le soccer sur la planète, puis tout le potentiel inexploité que tu avais là. Pour rappeler aux gens qui ne le savent pas, 1994, tu as l'autorisation d'accueillir une Coupe du monde en autant que tu te retrouves avec ton propre championnat qui est devenu la MLS, qui a vu le jour finalement 2 ans plus tard, où on a essentiellement pris le 11 de départ ou à peu près de l'équipe nationale américaine qui a été très bonne dans cette Coupe du monde-là. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Si les Américains passent complètement à côté de leur Coupe du monde, est-ce que tu en laisses beaucoup sur la table? Je pense un peu, mais beaucoup moins que tu en aurais laissé sur la table à l'époque, parce que là, les infrastructures, les mentalités, puis la qualité de ton produit que tu as déjà en place sont déjà à un niveau où je pense que tu vas l'avoir, ton point de bascule, peu importe ce que tes équipes nationales font. Évidemment, on souhaite aux Américains d'aller loin, mais même chose pour le Mexique, puis surtout pour le Canada. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de voir, parce que ça te met... Puis avec le changement de calendrier, tu sais, tu as beaucoup... C'est ultra stratégique, là. C'est pas juste une rampe de lancement. La Coupe du monde en 94, c'était ça. C'était une rampe de lancement vers la professionnalisation d'un sport qui l'était pas vraiment, comme on le connaît maintenant, en Amérique du Nord. Là, c'est pas la même chose, là. Il faut que ce soit un accélérant majeur, mais il faut que tout le monde soit prêt à embrayer aussi. Moi, j'étais un jeune qui était fou de sport, qui aimait le soccer, mais...
ça a ouvert des portes. Ça m'a ouvert aussi l'esprit aux joueurs. J'ai connu les noms, j'ai connu l'histoire un peu plus. Ça fait. Justement, en ce sens-là, Messi 2027, ce qu'on avait dit à l'époque, j'ai dit, mes grosses prédictions, c'était Pep Guardiola, coach du NYCFC, puis Mourinho, coach de Miami. Là, ils vont avoir besoin de 2 joueurs désignés, Miami, parce que Busquets et Alba s'en va. On peut peut-être penser que De Paul... Peut-être qu'ils vont passer à 2-4. Peut-être. 2 joueurs désignés, puis 4 joueurs... Non, mais c'est qui les joueurs désignés qui vont venir? Des amis de Messi? J'ai une suggestion. Ils sont tous rendus aux résidences soleil, les amis. J'ai entendu les gens le dire à la blague, en ligue. C'est quoi le pourcentage de voir Cristiano Ronaldo signer avec Miami? T'imagines-tu comment le cerveau du monde entier va exploser? C'est-tu possible? C'est une bonne chose. En fait, au-delà de c'est-tu possible, veux-tu ça? Tu parles de la MLS? Moi, je parle de tout le monde. Toi, la MLS, moi, Messi, je veux ça. Les deux ensemble. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, juste pour une saison. Pour le kick, non? Toi, tu veux pas ça? Je comprends le réflexe de dire... C'est lose-lose. Messi, Ronaldo, soit la marde pogne. Ben justement. Penses-tu? Puis tu gagnes à ça. Soit il marche sur la ligue, puis ta ligue perd de la crédibilité. Mais t'imagines-tu comment... Là, S'ils perdent, tu dis c'était juste un stunt marketing. S'ils gagnent, tu dis la Ligue était pas au niveau, puis là, on s'entend, la Ligue n'est pas au niveau. Il n'y a personne qui est au niveau de ces 2 gars-là. Justement. Mais ce serait ça le narratif. Puis tu splits, à quelque part, ça devient Messi contre Miami contre le reste de la Ligue. C'est vrai que ça fait un peu un cirque ambulant. Ça, c'est un problème. C'est un problème avec la NSL. Ça devient un freak show. Mais t'imagines... Ouais. Voyons donc. Mais t'imagines-tu comment tout le monde sur la planète s'intonise? Ouais, mais à un moment donné... Combien de milliards de personnes veulent regarder le premier match de l'Inter Miami? OK, puis le 4e contre Real Salt Lake. Aussi, non? Moi, je suis pas sûr. Hey, Apple TV, ils ont même pas fait... Moi, puis Apple TV, je trouve qu'il y a tellement d'affaires qui ont bien fait. Ils ont standardisé tu le sais, Columbus, c'est l'exemple parfait. Pré-Apple TV... Tu faisais un broadcast à NYCFC, puis un autre à Columbus, puis un autre à Kansas City. Tu avais l'impression que c'était des sports différents. Tu avais tout le temps l'impression que c'était un caméraman de baseball, un autre de curling, puis un de la NFL qui avait un peu de temps lousse parce que c'était hors saison. Là, ça a été standardisé. En même temps, Lionel Messi arrivait d'un marché francophone. Tu as des marchés francophones partout sur la planète, puis tu n'as pas gardé une équipe francophone alors que tu faisais des matchs de Toronto et Vancouver. Tu n'as pas gardé une équipe de description francophone, que ce soit vous autres ou quelqu'un d'autre, pour suivre Messi. Si ton idée, ça avait été, tu vas aller chercher les yeux, puis les oreilles, puis l'attention de tout le monde sur la planète parce que tu as le gars le plus en vue, mais il faut que tu sois cohérent. Tu aurais dû avoir Messi dans 8 langues différentes pour faire... Je comprends, le 8, c'est exagéré. Je donne l'exemple du français. Parce que, techniquement, tu l'as fait la première année en 2023. J'étais là, il y en a plein d'autres qui étaient là. Donc, oui, si tu me dis ça, mais il faut que tu sois dans d'autres langues, puis il faut que tu aies une stratégie. De toute façon, moi, je pense qu'à un moment donné, tu as un seuil. Tu sais, tu arrives à un point où, ta piscine, là, je peux te mettre plus d'eau, là, mais elle est remplie. Tu n'auras pas plus de fun en amenant les kids du village, parce que dans ta piscine, tu as ce qu'il faut. Tout le reste, c'est overkill. J'étais pas prêt pour l'allégorie de la piscine. Mais non, mais c'est ça pareil, tu sais. En ce moment, as-tu besoin de Cristiano Ronaldo? Avec tout le respect que j'ai pour le gars, là, ce serait la folie furieuse. Mais ce serait quoi le prix de tes billets, là, tout d'un coup? T'auras-tu besoin d'un Cristiano Ronaldo ailleurs? À New York? Ah, moi, tu me poses cette question-là, là, on est plus à la même place. OK. Ça, moi, j'achète parce que tu peux ramener. Là, tu ramènes, mais tu ramènes l'attention de différents marchés aussi. C'est pas l'idée d'avoir un freak show, là. C'est un peu ça. Tu sais, t'es pas loin de ça avec Busquets et Alba, mais qui sont des joueurs de soutien. Encore là, en tout respect, là, des joueurs de soutien phénoménaux. Mais Ronaldo puis Messi dans la même équipe. Mais Jean Coutu aussi. Oui. Il est trop fort. C'est un 6, Jean Coutu, je pense. Ouais. On pourrait remplacer Busquets. Je vais me faire un peu, parce que j'ai eu des discussions pour finir à propos de Messi. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à propos de lui, mais je vais me faire un peu rabat-joie, parce que j'ai parlé à 2 personnes ce week-end. Puis
j'avais cette optique-là, puis cette idée-là du fait, je pense à 2027, puis ça m'obsède, moi, parce que je trouve qu'il va... Là, on vogue vers la Coupe du Monde, c'est un plaisir, on s'en va vers là, si t'es pas prêt, là, puis mais le train, il vient de passer. 2027, donc. Changement de calendrier, la Ligue qui embraye au niveau des dépenses. Où est-ce que se retrouve Montréal? Parce que on a parlé des dépenses, là, on va le faire dans l'effectif. Le stade, on est encore à se demander qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que c'est le stade Saputo? Est-ce que c'est un nouveau stade olympique aussi? OK, je suis prêt à prendre le stand-by de ce côté-là. Une chose qui me revient pas, puis c'est ce que les deux personnes m'ont dit, c'est que un des problèmes cette année, c'est les 7 matchs à l'extérieur. Mais en plus des 7 matchs à l'extérieur, c'est que les joueurs devaient monter dans un autobus au centre d'entraînement et aller s'entraîner à Marie-Victorin, qui est un très beau pour des gens qui sont au cégep ou des gens de la communauté. C'est un très beau terrain, mais pour une équipe de sport professionnel, dans une ligue comme la MLS présentement, qui est en croissance, où il y a des centres d'entraînement sont hallucinants. Ça fait très 2004. Ah oui, trop. Ça fait pas plus. Ça fait trop 2004. Il faut absolument que ce centre d'entraînement-là, parce qu'on en a parlé beaucoup au stade, mais là, en ce moment, au Ras-des-Pâquerettes, le centre d'entraînement doit être hivernisé. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de désir de mettre une bulle présentement chez le CF Montréal, il semblerait. Et ça commence à m'inquiéter. Parce que est-ce que ça serait trop cher? Ça serait trop cher payé. Si ça, c'est trop cher payé... Mais attends, moi, ça, j'ai de la misère. Ça serait trop cher payé, même si, avec tous les revenus de location que tu aurais pour le reste, parce qu'il n'y a pas seulement le CF Montréal qui s'entraînerait là. Non. À partir du mois de, je ne sais pas quand tu mets une bulle, là, c'est à ce temps-ci de l'année, si je ne me trompe pas, là, octobre-novembre. Mais tous les revenus que tu n'as pas en ce moment, de clubs ou de tournois ou qui peuvent se jouer là, ce serait à ce point-là pas rentable. C'est pas ça que je dispute tant que ça. C'est que sa réticence à investir dans une ligue où toutes les autres équipes vont avoir des centres d'entraînement hors du commun, où à chaque fois qu'on en ouvre un, les gens ont la même déclaration. Je pourrais t'en sortir d'une revue de presse ad nauseam, c'est-à-dire on a la technologie pour la performance, puis pour attirer les joueurs d'ailleurs, parce que c'est leur endroit de travail 7 jours, semaine. On les voit au match le samedi, mais toute la semaine, prendre l'autobus, t'as conduit à Montréal dernièrement? Oui. Passe du centre d'entraînement jusqu'à Marie-Victorin. Qui est à Montréal-Nord, là. C'est près de c'est 30-40 minutes. Près du pont, là, de la 25. C'est 30-40 minutes en bosse. Déjà que le joueur s'est rendu au centre d'entraînement. La semaine dernière, je te parlais du Canadien quand il allait en autobus à Verdun à ce moment-là. Je suis encore perplexe. J'ai hâte de voir. C'est drôle parce que je ne m'attendais pas à ce que tu me parles d'une bulle pour le centre d'entraînement. Je suis d'accord avec toi. À l'inverse, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on parle... C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est il y a 9 ou 10 ans quand on pouvait avoir une perspective des Eurosnobs qui disaient « Ah, la qualité de la MLS ». Là, si tu regardes, pour revenir à ton commentaire sur les séries, si tu es un minimum honnête intellectuellement, tu reconnais que ça joue au ballon. C'est pas parfait, là, mais tu peux pas... Non, ça c'est joue. Juste parce que tu es de mauvaise foi. Si tu dis qu'en Europe, c'est mieux... Oui, en Europe, c'est mieux, mais la Premier League, c'est meilleur que le Liechtenstein aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut comparer des pommes avec des pommes ou être au moins honnête avec la qualité que tu as devant toi, même si c'est pas une finale de Champions League entre le Real Madrid puis Manchester City. Cela dit, tantôt, quand tu m'as parlé de 2027, la première chose qui m'est venue en tête, là, puis là, je ne veux pas en faire... Je m'y connais pas assez en politique, là, mais le premier réflexe, là, ce serait, c'est qui rentre? Qui rentre le 2 novembre à mairie? Parce que ça, là, je suis désolé, c'est un fait pour Montréal, pas pour le reste de la MLS, parce que ta question par rapport à 2027, c'est tout aussi pertinent pour Portland que ça l'est pour un marché comme Montréal. Mais à Montréal, la spécificité, c'est vas-tu être capable de collaborer avec la Ville? Toi, de collaborer avec la Ville parce que tu as un projet qui est inspirant, tu es clair sur ce que tu veux, tu es clair sur ce dont tu as besoin en retour de la Ville, puis tu es capable de commencer à discuter. C'est, je présume, la raison pour laquelle tu as un lobbyiste, Paul Wilson, là, qui est officiellement inscrit puis qui va essayer de faire un travail en ce sens-là. Puis l'autre bord, as-tu quelqu'un qui va vouloir danser? Moi, je pense que oui.
Ben, c'est qui rentre? Moi, c'est une très bonne question parce que je je pense que les deux ont fait... c'est la même administration avec un nouveau visage, moi, j'ai pas cette confiance-là. Les deux ont fait... Et Luc Rabouin et Soraya Fernandez-Martinez. Non. Ferrada, merci. Excusez, je suis désolé. Ferrada-Martinez. On fait des promesses en ce sens-là, ou du moins se sont montrés ouverts. Ils ont promis quoi? Une meilleure ouverture face au CF Montréal. Mais moi, je te dis, la bulle, on me dit qu'il n'y a pas eu de désir de. Oui, je comprends ça. Il y a eu l'histoire du centre d'entraînement. Oui, oui. Mais, avec les fédérations, en fait, les équipes nationales qui, pendant la Coupe du Monde, devaient venir s'entraîner ici. Tu sais, je veux dire, quand tu es à ce point-là, avec quelque chose qui, pour moi, aurait été un rayonnement aussi important pour la ville... Attends, OK, oui, mais je suis d'accord, tu as raison. Inversement, est-ce que ça déchange un parti te dit tu vas avoir les clés aussi? Non, mais il y en a un qui dit clairement que tu les auras pas. Si on va dans le même sens qu'on est depuis tu sais, c'est des affaires toutes simples. Là. On revient avec le stationnement, le dépôt à neige qui est en avant du centre Nutrilait, qui était jadis un stationnement. Là, ça ne l'est plus. C'est des affaires toutes simples comme ça. Moi, je peux comprendre. Ça excuserait pas un CF Montréal qui dirait hey, on lance la serviette, on n'essaye plus rien parce que ça ne vaut pas la peine en face. Non. C'est à toi de trouver le moyen de mieux communiquer, de mieux expliquer ce dont tu as besoin puis de faire chavirer l'opinion publique parce que, justement, comme tu le dis depuis des années, c'est un moteur pour l'Est de la ville puis on ne le met pas assez de l'avant. Ça. C'est important aussi pour le CF Montréal de faire cette opération de communication-là pour que ça devienne l'évidence puis que ça devienne, pas du suicide politique, là, mais que ça devienne un désavantage politique de ne pas collaborer. Là, tu peux juste même pas lever le téléphone ou répondre au courriel. Puis, il n'y a pas de conséquences. Pourquoi? Parce que c'est jamais très clair ce dont le CF Montréal a besoin. Puis c'est jamais très clair non plus que ça peut avoir des répercussions sur la santé du club à moyen terme, puis la survie du club à Montréal à long terme. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Puis c'est une opération. Je pense que la personne à la mairie, puis je les connais pas, là, Rabouin puis Ferrada Martinez, je le sais pas. Mais l'ouverture réelle, pas juste dans ce qui est dit, de cette personne-là puis de son administration, va être ultra importante en vue de 2027. Oui. Je trouve qu'on a le dos large un peu aussi. Pourquoi le dollar? J'ai vu des entrepreneurs. Ça ne change pas le CF non, Montréal. Je sais, mais je te le dis en général. Je te dis pas toi. Je trouve que souvent, puis je te parle de la bulle, là. À moins de me tromper, il n'y a jamais eu de projet, là. Moi, à l'époque où j'étais là... Non, mais il y a longtemps. Ben oui. Est-ce que ça fait... à l'époque, tu étais là pré-administration Valérie Plante, en passant. Oui, je sais. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est... C'est pour ça que je te dis, le municipal, puis je veux pas encore là, je défends pas, puis je me demande encore pour qui je vais voter. D'ailleurs, j'ai écouté le débat ce week-end spécifiquement pour ça, pour essayer de me faire une tête. Attends une minute. 4 matchs de MLS, mon gars, 3 matchs de MLS, j'ai roulé. un classico. 3 heures de soccer intérieur avec des enfants de 7 ans. Puis, tu as regardé le débat. Ouais. Tu te rappelles-tu du nom de ta blonde? J'ai... non, mais ma compagne, c'est une partenaire dans tout ça. J'ai fait une demi-finale à Tokyo. En fait, une demi-finale puis une finale à Tokyo de la WTA. Tu l'avais-tu dit, ça? C'était-tu une longue fin de semaine? Non. Bref, tout ça pour dire, là, il y a une raison pour laquelle t'inscris pour la première fois de ton histoire, un lobbyiste officiellement là, qui va défendre ta partie. C'est peut-être parce qu'avant, ton lobbyiste... Non, peut-être parce que tu dis, ouais, mais il y a deux façons de le dire. Une fois, parce qu'il faut que tu traverses les dédales de la ville. Absolument. Oui, je suis d'accord. C'est une ville qui est difficile à gérer, puis c'est une ville aussi... écoute, la moitié des sujets du débat, c'était des moitiés... L'itinérance, le transport, c'est toutes des compétences provinciales dans un premier temps, puis même le fédéral a encore plus d'argent. Ça doit être difficile en joie le vert d'être maire de Montréal à ce moment-ci. Je n'ai pas dit le contraire. Mon point, c'est que c'est pas pour négocier les détails, c'est peut-être qu'à un moment donné, on commence à avoir un peu d'ambition ou à ravoir un peu d'ambition chez le Bleu, Blanc, Noir. On est tout à fait d'accord. OK. Il faut que tu aies en face de toi quelqu'un qui veut danser aussi. C'est juste ça mon point. Encore faut-il tu lui donnes le goût de danser. Voyons, tu me répètes la même affaire que je t'ai dit. Ça fait 8 fois, là. Je peux pas te le dire à l'endroit puis à l'envers plus que ça, là. Next. Effectif, du CF Montréal l'a pas fait la semaine dernière. On l'a fait un peu, mais là, je pense que tu as fait le même exercice que moi. Je sais pas si tu as mis... Mais c'est parce que ça part d'une conversation que j'ai eue avec Donadel qui, en même temps, percole à travers des commentaires, là, je pourrais dire scoop, où on me chuchotait à l'oreille. Donadel me chuchotait à l'oreille, mais
Il s'approche pas, il y a une distance d'un bras constamment. Il chuchote de loin. Oui, c'est ça, il chuchote de loin. Il chuchote en mode COVID. Il me dit, tu sais, juste pour être compétitif, l'an prochain, ça nous prend au moins 2 ou 3 joueurs clés supplémentaires pour être compétitif. Je te dis ça parce que je pense que Lucas Saputo, j'ai pas vu l'entrevue encore, mais à RDS a dit je veux améliorer 4 ou 5 positions aussi. C'est la quote, je pense, exacte, la citation exacte de Lucas Saputo. Puis je veux qu'on fasse cet exercice-là. À ce moment-ci, si tu parles de 2-3 joueurs clés, c'est-à-dire que c'est des joueurs peut-être TAM même à la limite, ou joueurs désignés aussi, parce qu'il va avoir une place de joueur désigné. En fait, il y a une place de joueur désigné libre en début de saison. Où est-ce que tu mets tes 2-3 joueurs clés? Puis on peut peut-être même aller plus loin en disant 4-5 postes à améliorer, c'est lesquels? Pour moi, juste pour être clair, pour moi, ça, c'est un contredit pas l'autre. Je suis 100% d'accord avec les deux. C'est 2-3 joueurs clés. Ouais. Tu sais, si, par exemple, tu décidais de ne pas faire grand-chose, de croiser les doigts, là, puis ça viendrait peut-être te hanter, mais tu te dis, Luca Petrasso, là, ça va faire. Ça va être correct. C'est pas extraordinaire, ça pourrait être mieux, mais il est fiable, il joue, puis on est capable de plugger ce trou-là au besoin. On y va. C'est pas là où ça va être ton point de bascule pour avoir une équipe qui est beaucoup plus compétitive dans l'immédiat. Je pense pas que c'est là que ça se passe. Mais est-ce que tu as besoin d'améliorer cette position-là ou de renforcer le poste de latéral gauche? Oui, parce que pour moi, tu es vulnérable. Donc, c'est ça la nuance que je fais avec un qui dit les 2-3 gars qui vont m'amener en série, puis l'autre qui dit les 4-5 postes qui méritent notre attention parce que tu as des gars qui vont dégager. Là. Il y en a combien? Là? C'est 26 qui sont sous contrat en ce moment? En tout cas, ils sont... Je n'ai pas fait le calcul. Mais... Ils sont pas mal. Mais il y en a qu'il faut qu'ils dégagent. Là. OK. Faisons ça. Essayons d'être le plus organisé possible. Premièrement, juste te dire les désirs puis les castings de Donadel, puis tu sauras me corriger. Il faut que tu sois mobile puis capable de répéter les efforts. Bref, tu veux quand même du monde agressif qui est capable d'avoir de l'intensité sur le terrain. Plus de caractère, plus méchant. Il le dit. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Moi, il me dit on a beaucoup de bons soldats dans cette équipe-là. Mais je veux, moi, des terroristes ou des kamikazes, quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de folie. Tu sais, l'archétype principal, c'est Gattuso, quelqu'un qui... Mais bon. Fred Morales, à 16 heures, n'est pas trop loin de exactement, ça. Exactement. Puis, je pense qu'on a besoin, puis ils en ont parlé, des joueurs qui sont capables d'encadrer ce groupe-là, donc des joueurs avec l'expérience du métier aussi. Allons-y, ligne par ligne. Est-ce que les gardiens, ça fait partie des 4-5 postes ou des 2-3 joueurs clés? Bien, il faut que quelqu'un parte. Moi, Jonathan Sirois n'est pas là l'an prochain. Non. Bon. Même Gazdov, là, s'il est là. Bien, Gazdov, il pourrait être troisième gardien. Là. Si tu dis Gillier est là, c'est notre gars. Mais Gillier, c'est-tu notre gars? C'est ça, c'est peut-être ça la question. Oui? Bien, je veux dire, il n'y a rien dans le discours du club, dans le discours du gars, dans ce que le gars a livré sur le terrain qui te fait dire « Ah, il faudrait vraiment remettre ça. » Avec tous les chantiers que tu as devant toi, ça, tu te dis, tu sais, tu as la note de passage. Il faut que tu regardes les places où tu n'as pas la note de passage ou les postes où vraiment il y a un décalage entre ce dont tu as besoin pour faire les séries puis ce que tu as sous la main ou le... Tu sens pas que Gillier va glisser. Ça se peut qu'il soit nul l'an prochain. Je serais surpris. En même temps, c'est une question de perception, j'ai l'impression. Tu viens de parler de Petrasso. Si tu parles de note de passage, là, puis c'est le débat, puis c'est ça qui va être la différence, qui va faire la différence l'an prochain. C'est-à-dire, tout le monde dit « Ah, Sinchuk, ça y est, on a trouvé notre allié. » Il y a un but, Sinchuk, cette année. Qui dit ça, tout le monde? Ben non, mais il y a un sentiment qui a dit ça. Gillier, tu viens de dire, Gillier n'a pas un blanchissage cette année. Mais cette équipe-là est nulle défensivement. Non, mais je le sais, mais puis Petrasso a fonctionné, tu sais, dans la note de passage. Oui, mais où tu parques ton argent? Moi, c'est la même réflexion. Non, mais... Ce qui va dicter ma réflexion puis les réponses aux questions que tu vas me poser, là, parce que je présume que tu en as une coupe, c'est les 3 millions que tu avais stationnés dans ton milieu défensif quand Victor Wanyama était là, avec les moyens d'un CF Montréal, c'est un non-sens monumental. Donc, moi, Thomas Gillier, là, je le regarde, il est en équipe nationale chilienne, il voit toujours bien, je comprends que le Chili va pas bien, là, mais il voit toujours bien quelque chose chez lui aussi en équipe nationale. Ouais. Ils l'ont signé à Bologne. Il voulait probablement mettre la main dessus et être sûr qu'il avait les droits, parce que sinon, tu le signes directement ici et tu essaies de faire miroiter quelque chose. Peut-être qu'en termes de négociation, ça t'amènerait pas, ça te permettrait pas d'amener le joueur ici. Mais Gillier,
Pour moi, c'est comme un Escobar, c'est comme un Sinchuk. Ça ne te garantit pas, mais tu as des bases où tu te dis, il y a du potentiel. Puis ils tombent dans cette catégorie-là de jeunes joueurs que si tu arrives à leur donner de la valeur puis ils remplissent le potentiel sur les 2 prochaines années que tu penses qu'ils ont, tu es complètement ailleurs dans 2 ans, comme tu l'étais avec Campbell. Exactement. Ben, en fait, c'est ça. C'est ça que je voulais sortir, ultimement. Il y a des joueurs, Escobar, tu les as tous nommés. Escobar, Sinchuk, Sealy fait partie de ça. Sealy aussi, ouais. Ben, sur la fin de saison, là, j'ai l'impression qu'il est dans l'entre-deux, justement, Sealy, puis ça revient... Mais pas par son âge. Oui, peut-être. C'est par son historique. Dans son potentiel. Ben, c'est parce que tu sais qu'il est dans la Ligue depuis plus longtemps. Défense. Est-ce que tu es à l'aise avec Neil Morales pour commencer? Puis il y a Craig. Ben non. Non? Ben non. Est-ce que tu vas chercher un partant? Non. Ben, moi c'est là où tu vas te chercher un vétéran. Oui, ça c'est sûr. C'est là où ça te prend un gars là, de 28, 29 ans qui a de l'expérience à travers la Ligue, puis tu y dis, là, puis au pire, tu le payeras plus. Ce sera ta prime pour l'attirer ici puis lui vendre un projet où ce ne sera pas ton main man. Non, mais ce gars-là va jouer. C'est sûr qu'il va jouer. Parce que ce gars, 28 ans, 29 ans, il ne vient pas finir sa carrière comme... Brandon Craig a été le défenseur le plus utilisé parce que Neil va être blessé, ou du moins, fort probable. Les deux sont jeunes. On espère que non, mais si les deux sont en santé, c'est Neil et Morales qui devraient jouer, à moins qu'un soit catastrophique l'an prochain, là, en santé et pas bon. Ce qui me surprendrait, parce qu'à chaque fois que Neil a été en santé cette année, il a été bon, il a été propre, il a été calme, il était super intéressant. Morales, je te le dis. Morales s'en va à la sélection aussi par moment. Mais c'est sûr que ce gars-là va jouer. Mais c'est un gars idéalement un gars qui a gagné, qui est peut-être passé par des équipes... regarde Brugman là, qui débarque, qui change de club après avoir gagné la MLS Cup l'an passé. Des gars comme ça qui vont t'apporter, qui vont avoir une grosse plus-value, qui soit sur ou en dehors du terrain. Fait que, est-ce qu'on fait la distinction entre la quote de Donadel, les 2-3 joueurs clés, versus celle de Lucas Ceputo, les 4-5 joueurs? Genre, tu veux dire où ce défenseur-là, il fait partie des 4-5 joueurs, mais il ne fait pas partie des 2-3. On est d'accord. Les 2-3, là, c'est pour situer les gens, ça serait un joueur désigné, peut-être 2 joueurs TAM, c'est-à-dire des joueurs là, qui sont vraiment au-dessus puis qui ont des salaires conséquents. Les joueurs TAM, il y a Owusu puis Opoku, pour vous situer aussi, puis les joueurs désignés, il y a Evan Jaime en ce moment. OK? Oui. Si on fait que c'est un 4-5, ça. On est d'accord. OK. Petrasso, Bougaï? Moi, je pense que tu as besoin de profondeur sur la gauche. Fait que c'est un poste pas sur la droite? Non. Ben, sur la droite, tu as Bougaï, Guboglo, Hidalgo puis Jekyll Marshall-Ruddy. Faut que tu dégages du monde. Mais Bougaï, tu pourrais dégager Bougaï ou Bougaï, tu pourrais mettre deuxième? Bougaï, dans une bonne équipe, moi, je pense qu'il est capable d'être bon. Il est capable, capable d'être solide. Après, tu as Hidalgo, tu as Guboglo qui peut être un défenseur volant, mais je pense que tu as besoin de quelque chose de plus solide au poste. Tu sais, dans un monde idéal, Jekyll Marshall-Ruddy s'en va, puis tu trouves l'équivalent ou un peu mieux comme défenseur latéral gauche. C'est une vraie compétition là, qui fait en sorte que Petrasso, il se fait chauffer ou il se ramasse numéro 2. Ça, mon gars, on parle de Jekyll Marshall-Ruddy, Kokaro, Ibrahim Opoku. Ce sont des dossiers lourds en ce moment. Ouais, c'est plus important que recruter. Parce que c'est 4 places, c'est de l'argent quand même. Puis c'est probablement aussi time-consuming. Non, mais c'est... Râle les pâquerettes, là. Tu passes une journée à essayer de vendre Kokaro, ou du moins le placer. Tu passes pas une journée à négocier, à rencontrer, à regarder des vidéos. Puis pour ton estime de soi, quand tu es en train de pédaler à quelqu'un que Mathias Kokaro, là, ce serait genre l'idée du siècle qu'il prenne en prêt. Puis tu sais quoi, peut-être qu'ailleurs, dans un autre système, ça fonctionnerait. Mais à Montréal, c'était juste un mauvais casting. Petrasso, parce que c'est un poste aussi, tu parles de gestion de masse salariale. C'est pas le poste où nécessairement tu mets des joueurs désignés. Fait que est-ce que tu veux un des 2-3 ou des 4-5? Non, ça c'est 4-5. 4-5. Oui. On est d'accord. Milieu de terrain, ça va être intéressant. Il y a besoin de profondeur, c'est sûr. Parce que là, on pourrait dire 3 milieux de terrain. Parce qu'on assume qu'on joue en 4-2-3-1. Si tu as besoin de profondeur, qui dégage? Parce que là, tu as Loturi, Piet, Herbers, Longstaff puis Biello. Biello peut être là. Biello peut prendre une place de 25, 26, 27e chose sur l'effectif. Là. OK. Biello, j'ai même pas mis dedans. Puis tu sais que je l'aime puis qu'il va falloir le gérer. Mais si tu le mets pas, là, puis je comprends comment t'en viens à ça, c'est une catastrophe. Non,
Non, mais... Comme Vilsain cette année. Vilsain, quand j'ai toujours dit, dans l'effectif... Au début de l'année, tu l'aurais mis. À la fin de l'année dernière, Vilsain aurait été sur ton il n'est pas dans papier. la rotation. Il est juste dans l'effectif, puis à l'entraînement, puis dans ses répétitions, puis à être là, à un moment donné, si il pop, s'il devient important, s'il prend des minutes, c'est du bonus. C'est du plus, c'est du supplémentaire pour moi auquel je n'attendais pas. Okay. Tu mets Herbers. Il n'a jamais joué là, sous Donadel, par contre. Je le vois là aussi en 8. Ben, c'est parce que si tu joues en 4-2-3-1... Il a joué ailier gauche en 4-2-3-1 avec Donadel tout au long de l'année. Oh, mais là, tu as Jaime. Ben, c'est l'autre question. On va sauter, pour l'instant, on va y revenir. Mais Jaime, c'est un ailier gauche ou un 10? Ben, si tu le fais jouer en 10, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te dire que là... moi, je pense que c'est un 10. OK. Puis c'est Jaime et Escobar, les deux qui jouent là. Parfait. Ben, tu as besoin de 2 ailiers gauche. Fait qu'en 10, tu as Jaime Escobar, 2 ailiers gauche? Ben, t'as qui d'autre? Oh, Fabian Herbers, c'est pas un ailier gauche. Là. On peut-tu juste s'entendre là-dessus? Surtout si le gars que tu as derrière lui, c'est Luca Petrasso. Si tu as Jordi Alba, ben, Fabian Herbers, vas-y, joue à gauche, il n'y a pas de problème. De toute façon, 99,9% de ton temps en possession, tu vas le passer à tasser dans la voie de droite pour que le gars, avec sa Ferrari, il passe dans la voie de gauche. OK, ça peut fonctionner, mais c'est pas les profils que tu as. C'est parce que, oui, c'est ça, mais il est là vraiment Puis Herbers, il y a un choix difficile à faire là-dedans. Mais juste pour remettre les gens en contexte, tu as raison. Herbers, quand tu dis Herbers, il l'a fait jouer sur la gauche. Mais tout le temps qu'Herbers jouait à gauche, Marco Donadel, il nous disait quoi? Il joue hors position. On n'a pas d'allié gauche. Ouais. Ben là, tu es en train, par défaut, de dire que c'est pas ça que tu voudrais faire si tu avais les moyens de faire autrement. Donc Herbers reste pas aussi? Possible? Ben, moi, tu le sais, au début de l'année, j'étais fan, mais là, c'est quoi les constats que tu fais? Quelle part de responsabilité vient dans ta cour pour ses blessures? Quelle part de responsabilité vient dans la sienne? Ça, je pense que ce serait sévère pour un gars, on l'a souvent dit, qui s'est très bien occupé de lui. Qui n'a jamais manqué de match aussi dans sa carrière. Exactement. Ou est-ce que tu dis, regarde, c'était juste une question de malchance, un peu comme Vrioni, puis on passe à un prochain appel, sachant que tu as reconduit Longstaff, ça se peut très bien qu'Herbers ne soit pas là. Puis moi, je trouverais ça plate de le voir partir parce que j'aurais un feeling de ne pas avoir vu ce que ça pouvait vraiment donner, Herbers à Montréal. Mais tu dis, c'est comme ça que... C'est les cartes qu'on a eues devant nous, c'est les cartes qu'on a jouées. Mais si tu le remets dans le milieu, mettons, d'abord, tu as Longstaff, Lautouri. Parce qu'en même temps, moi, Longstaff, Lautouri, c'est pas la même position que Piet. Piet a fait mieux jouer les 2 joueurs cette année. Ouais. Parce qu'il joue Piet, Longstaff... Longstaff est meilleur avec Piet qu'il l'est avec Lautouri, puis Lautouri est meilleur avec Piet qu'il l'est avec Longstaff. Mm-hmm. Moi, je vois Longstaff 1, Lautouri 2, puis c'est de la profondeur, puis c'est même... c'est ça. Puis mais est-ce que c'est assez bon, ça, en milieu de terrain? Puis Herbers, tu peux le rentrer là-dedans aussi, mais là, ça marche pas. Herbers, Longstaff, Lautouri, ça prend quelqu'un pour supplier Piet. C'est ça le problème. C'était un des problèmes cette année. Celui qui était derrière Piet, c'était Lautouri, puis c'est pas un 6, Lautouri. On l'a constaté cette année. Fait que tu as besoin d'un 6. Mm-hmm. Ça, c'est pas un joueur TAM. Quelqu'un qui est capable de défendre puis prendre la place de Piet. Mais si tu prends un 6, il faut que quelqu'un dégage. Il faut que Herbers, Lautouri ou Longstaff dégage. Oui. Longstaff vient d'être signé. Lautouri, il vaut pas cher. Puis mais il est pas cher. C'est ton joueur défensif de l'année. Herbers doit sauter. Ben, si tu sens que tu as vraiment besoin d'un 6, parce que peut-être que lui, il va se dire, non, un à côté de l'autre, Lautouri, Longstaff, on est capable de travailler avec ça, parce que le vrai problème, c'est quand on met le ballon en avant, il n'y avait pas assez de qualité en avant, puis derrière, ça a trop tourné toute la saison. On a eu des jeunes, on a eu des gars qui étaient blessés, qui jouaient 2 matchs, qui repartaient. C'est ça l'évaluation. Mais si tu sens que tu as besoin d'un 6, ouais, pour moi, c'est Herbers qui... fait que tu as besoin de 2... OK. Fait que peut-être serais-tu à l'aise avec ce comité-là au milieu de terrain? Sans le toucher? Ouais. Ben, c'est parce que beaucoup dépend de la santé de Sam. Là. Si tu me dis que Piet, il joue 25, il y a 25 départs l'an prochain, moi, je te dis, je vire pas fou à essayer de trouver un 6. Je n'investis pas beaucoup de temps là-dedans. Mais ça reste un gros point d'interrogation quand même, là, avec tous les problèmes qu'il y a eu cette année. Parfait, parce que je cherche les joueurs TAM et les joueurs désignés. Ah non, tu mets pas ça là. Non, OK. Mais là, c'est parce que là... Moi, tout ça en attaque.
C'est ça, tout ça en attaque, c'est Tout. ça. Mais Tu as besoin de 2 attaquants et demi, puis un ou 2 ailiers gauche, si tu rentres Jaime dans... un ailier gauche, c'est sûr. Moi, si je mets Jaime au centre, Ben, en même temps, les deux. Parce que Jaime peut y aller Un à ailier gauche. gauche, Tam ou DP. On est d'accord. L'autre, il est où? En avant? L'autre... Parce que là, on a placé un joueur Tam, au moins. Non, mais DP. moi, j'ai besoin de 2 attaquants et demi. Là. Il y a Prince Owusu, c'est ton seul attaquant qui te reste l'année prochaine. Ça t'en prend un autre. C'est le seul. Parce que tu as Owen Graham Roach, mais qui a joué, je pense que c'est 186 minutes, toutes compétitions confondues, 120 minutes en MLS. Il a beau avoir toute la confiance du monde, puis je le trouve intéressant comme profil. Tu peux pas partir avec lui pour l'an prochain. Tu as Mathias Coccaro. S'il revient, on s'entend là, que l'affaire qu'il faut que tu fasses le plus Coccaro, fort... c'est un type de Nadal. Mais comme moi, Penses-tu que ça pourrait être un projet de réclamation de Nadal? Parce que lui, c'est un kamikaze, hein? C'est pas sûr qu'il... Ouais, sauf qu'il faut que tu saches comment mettre de la pression parce que tu as des kids en arrière de toi, tu as des artistes. Là. C'est pas les Escobar, les Jaime qui vont... Sinchuk sur la droite, puis Sealy, je pense qu'eux, plus. Mais c'est pas les gars qui vont boucher des trous comme Georgi Mihailovic arrivait à le faire en arrière de Romel Kyoto à l'époque. Puis Mihailovic, je pense qu'on a beaucoup négligé ce qu'il apportait en ce sens-là. Fait que... Moi, si tu ramènes, je t'ai toujours dit la même chose, si tu ramènes Mathias Coccaro puis tu lui dis, là, toi, ton terrain, là, il fait pas 70-75 de large, là, c'est la largeur des 6 mètres. Je te mets un collier là, avec une zapette, là, puis à toutes les fois que tu t'écartes trop à droite ou trop à gauche de ça, je t'envoie un choc électrique pour te rappeler que tu restes entre les 6 mètres. Puis de la minute que tu vois un ballon qui est sur le côté, tu es au point de pénalty au premier ou au deuxième poteau, tu fais rien d'autre dans la vie. Puis quand il y a un ballon dans les airs, tu arraches des têtes à tout le monde. Ça peut peut-être fonctionner. Puis peut-être même que là, tu dirais, ben tu sais quoi, on va jouer avec 2 attaquants ou ça devient une manière différente d'opérer. Peut-être. Mais à 1 million, parce qu'il était à 890 000 l'an dernier. Ouais. Tu vas claquer 1 million sur Un projet de réclamation. Ce point d'interrogation-là. Tu sais, lui... Non, ça serait... Moi, ça tombe dans la catégorie, on est pogné avec, on a des citrons, on va faire de la limonade. Puis, OK, moi, si on est là, mais t'as quand même Sunusi Ibrahim puis Marla Opoku, out, là. Non, ça, tu peux pas, ne serait-ce que pour libérer, tu sais, des fois, on dit du bois mort, puis c'est un peu manqué de respect. Là, c'est mort, je veux dire, ça se dégrade depuis, puis tu t'enfarges les pieds dedans tous les fois que tu veux rentrer sur le terrain. C'est pour ça que je te dis, tu as besoin pour moi de 2 attaquants et demi. Moi, avec cet exercice-là qu'on fait présentement, il y a 2-3 choses. En fait, il y a 3 affaires. On est-tu pogné avec Coccaro, puis ça pourrait-tu devenir... Un cadeau. Un projet, puis une surprise pour Donadel? Ma réponse, c'est non. Mais en même temps, il y a un monde où ça se conçoit. De tous les autres... Herbers, dois-tu sacrer son camp? En fait, est-ce qu'on doit se débarrasser d'Herbers, malheureusement, dans une certaine mesure? Puis, le troisième, c'est est-ce que Sinchuk et Sealy, c'est suffisant sur les droites? Ben oui. Ouais. Suffisant? Ben ouais. Ben oui. Pourquoi t'en as 2, là? Puis au pire, tu peux monter Guboglo. Moi, je suis correct avec ça. Parce qu'une question, parce que je reviens au commentaire de Lucas Cebuto, c'est améliorer des postes. Oui, mais t'es là, tes postes, là. T'as défenseur latéral gauche, défenseur central, 10 ou ailier en fonction gauche, en fonction de où tu mets Ivan Jaime. Mais t'es 2-3. T'es 2-3 gars. T'es 2-3, c'est attaquant. Ouais. Milieu. Tu vas jouer à 2 attaquants ou c'est un attaquant qui est derrière Owusu? Peu importe, c'est des attaquants. C'est parce qu'en même temps, si tu vas chercher, mon point, si tu vas chercher un joueur TAM, tu le veux sur le terrain dans ton 11 de départ, pas un joueur TAM qui est sur le banc en profondeur, non? Toi, tu penses que Prince Owusu, il va te faire la run comme il a fait cette année, l'an prochain, seul? Là, l'an prochain, le Prince Owusu, les équipes vont avoir fait leur devoir parce que si tu commences à être compétitif pour vrai, cette année, là, quand Caleb Porter il se pointait ici pour affronter le CF Montréal, là, il regardait Montréal de haut en s'il vous plaît, puis je peux pas croire que tu faisais tes devoirs de la même manière pour Prince Owusu que pour Sam Surridge. Pourquoi l'attaquant? Mais en même temps, tu as raison, mais pourquoi en défense centrale, on a la même affaire? Tu penses que Neal et Morales vont aller au bout des 34 matchs? Non. Puis tu mets, mais tu mets de la profondeur, mais qui n'est pas un TAM. Non, mais c'est parce que... Attends une minute. C'est parce que ton projet avec ces 2 gars-là, c'est de développer... Ils font partie des gars qui, dans 3 ans, sont plus là. Mm-hmm. L'attaquant là, dont je te parle, là, un gars de 28 ans, là, moi, j'adorerais ça, qui passe les 6 prochaines années, puis il va dire, tu sais quoi, j'ai 20 départs une année, j'en ai 15 l'autre, mais je marque, je suis adoré, je tourne, je reste en santé.
Parce que Prince Owusu, tu peux pas lui demander de faire ça encore l'an prochain. Puis Prince Owusu, si ça avait été lui, Vrioni, peut-être qu'il aurait été très heureux avec ça aussi, puis il aurait marqué autant, puis l'équipe serait en série. Puis là, il n'aurait pas marqué autant avec Vrioni. Non, mais tu es en série, tu choisis quoi si tu es attaquant? Tu as l'occasion d'en marquer 2 ou 3 en série, ou tu as l'occasion d'en marquer 2 ou 3 de plus en saison régulière? OK. Ça dépend du projet que tu présentes. Moi, la seule raison pour laquelle j'ai cette approche-là de profondeur en défense, c'est parce que c'est des jeunes gars qui, je pense, peuvent valoir une fortune dans pas long. Encore là, puis ça nous arrive constamment, on dit la même chose, on est juste sur des tracks un petit peu à côté. Mon point, c'est juste ça ma réflexion. Si tu vas chercher 3 joueurs, 1 DP, 2 tables, tu investis beaucoup, à Montréal, ces gars-là ne peuvent pas commencer sur le banc. Ils doivent être dans ton 11 type direct. C'était juste ça, mon réflexe. Puis tu as raison. Si tu dis, OK, un deuxième attaquant, Vrioni, Owusu, au début de l'année, j'étais super pro ça. Je dis, parfait. On peut jouer des fois à 2, on peut jouer à 1. Il y a de la flexibilité. En même temps, quand j'ai fait cet exercice-là, je me disais, si la façon dont on dépense, parce que j'insiste, un joueur désigné depuis longtemps, le Jaime est là, on ne l'a pas fait jouer, c'est pas une équipe qui dépense, il faut compter nos sous. Je trouverais ça bizarre. Bon, on l'a eu cette année, mais c'est ce qui a un peu coulé le CF Montréal. D'avoir un joueur TAM sur le banc, au beaucoup, ça a été ça, puis c'était contre-productif, tu sais. Oui, mais la seule affaire là-dedans, c'est que c'est pas ton joueur TAM, c'est le joueur TAM d'Olivier Renard. Du précédent. Puis ça vaut encore pour 1, 2. En même temps, tu peux pas... On revient là-dessus, sur les défis d'un directeur sportif. C'est rare. En fait, c'est impossible d'un directeur sportif qui batte pour 1000. Non, on est... Il va avoir des mauvais contrats. On va en donner dans notre saison des mauvais contrats. Tu parles de Jekyll Marshall-Ruddy? Oui. Non, mais on va en donner des mauvais contrats. Oui, mais c'est pas l'administration précédente, Jekyll Marshall-Ruddy? Non, exactement. Non, puis c'était la même affaire, puis c'était le défi d'Olivier Renard, puis c'est son succès aussi, dont on parle pas assez. Quand il est arrivé, faire le ménage des contrats. Tout à fait. Il est arrivé avec Urruti, notamment, devant. On le salue. Salut. Il court encore, hein, Maxime. As-tu fait le tour? Je pense que oui. Sealy, t'as oublié ça? Genre le magasiner un peu? Ben non, fini? mais moi, comme je te dis, moi, j'ai pas de problème si tu veux faire ça. Je le connais pas à l'interne. La question avec Sealy, c'est, tu penses qu'il est où par rapport à son plafond? Penses-tu que là, il top ce qu'il peut être? Parce qu'il est extraordinaire sur la fin de saison. J'ai aimé son attitude, son éthique de travail. Ses stats parlent d'elles-mêmes. Mais si tu dis... Tu sais, Ismaël Koné, moi, à l'époque, là, j'étais pour son transfert. Plusieurs personnes disaient « il faudrait le garder plus longtemps ». Moi, j'étais dans cet environnement-là. Je pense qu'Ismaël a besoin de sentir qu'il est tout le temps en train de prendre monter une autre marche dans sa carrière, puis c'est le seul qui le garde sur le qui-vive, puis c'est le seul qui le garde sur le droit chemin. Je le connais pas, Dante Sealy, puis j'ai moins d'écho par rapport à lui. C'est plus ça, puis c'est le marché aussi. Là. Moi, j'écoute tout en ce moment. Quand Lucas Saputo dit « tout est sur la table », la seule différence, c'est que tout est sur la table, mais tout n'a pas la même valeur. Fait que c'est à toi de trier ce que tu as devant toi pour être certain que tu travailles sur les dossiers les plus importants. En premier, que ce soit des gars qui quittent ou des gars qui arrivent, pour ne pas te faire prendre les culottes à terre en janvier. Je lisais le livre de Mathias Brunet. Il parlait de Julien Brisebois. Là. Sa façon analytique, c'est de travailler, c'est d'être prêt, justement. Quand quelqu'un arrive et puis il dit « Hey, j'aimerais ça, Dante Sealy », tu sais, toi, à l'interne, tu le fais, le travail. Combien il vaut à ce moment-ci? Ah oui. Mais c'est ça, je te dis, moi, je ne suis pas dans ces discussions-là. Puis combien, qu'est-ce que je serais prêt à le faire, à laisser partir, pourquoi? À voir. Moi, j'insiste, j'ai fait cette réflexion-là, puis il y a des choses qui ont émergé. J'ai fait cette réflexion-là en disant, les 3, il faut qu'ils soient sur le terrain, il faut que ça joue 30 matchs cette année. OK, mais ça veut dire que tu as des jeunes. Moi, j'ai pas de problème, mais ça veut dire que Escobar, il dégage. Non. Je veux dire, non, mais il dégage pas de l'effectif. Mais Escobar... Il va prendre ses minutes, mais il ne joue pas dès le départ. OK. Mais il va prendre ses minutes, il va rentrer souvent. C'est ça, il y en a un qui va se blesser, il va jouer. Mais en attaque, je suis désolé. Tu sais, le CF Montréal, là, si tu n'investis pas, là, genre, de manière beaucoup plus importante, si tu investis un peu plus, qui va être le cas l'an prochain, là, c'est le feeling qu'on a, tu as besoin que quand tu enlèves un attaquant, tu n'embarques pas un projet. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas d'avoir un Gotham sur le banc. Parce que quand tu l'embarques, lui, il marque. Parce que là... Ça, c'est pour Escobar? Non, pour Prince Owusu.
Prince Owusu, tu le débarques en ce moment. Là, il y a une raison pour laquelle Marco Donadel, qui a parlé toute l'année, gérer le workload des joueurs, gérer la charge de travail, il n'a pas géré rien avec Prince Owusu. C'était où mon alternative? Puis ça, c'est parce que tu n'avais pas de qualité suffisante sur le banc. Mais là, tu fais rentrer Jaime en 10, puis tu le sors, puis tu mets Escobar. C'est correct avec toi? Bien, de ce qu'on a vu d'Escobar, tu n'as pas l'impression qu'il ne se passera rien quand tu vas faire rentrer Holger Escobar. Mais c'est un projet, par contre. Oui, mais moi, j'ai pas de problème avec des projets qui ont de la qualité. Mais un projet auquel tu crois pas, Sunusi Ibrahim, Kwadwo Opoku, Mathias Coccaro à la fin du règne de Laurent Courtois, Owen Graham Roach. Owen Graham Roach, toutes les fois que tu le fais rentrer, c'est pour lui donner des minutes. As-tu vraiment l'impression que la game va changer? Non, puis c'est pas sa job, puis c'est correct qu'on en soit là. Mais c'est pour ça que j'ai pas de problème au poste d'attaquant. J'achète ta théorie sur le milieu offensif, les ailiers, ou s'ils jouent ailleurs sur le terrain. Mais pour les attaquants, d'avoir un gars TAM ou un joueur désigné qui est sur le banc puis qui a une certaine rotation, ça me dérange pas tant que ça. Parce que c'est là où tu arrêtes d'échapper des points en fin de match, quand tu rentres des projets seulement ou quand tu rentres des gars qui ont besoin de minutes ou qui sont dans leur courbe de progression. Bien, si tu perds 1-0 face à Nashville puis ils parquent le boss, là, tu vas faire quoi? Ces points-là, tu les retrouveras jamais. C'est pour ces points-là que tu payes pour des joueurs qui, oui, ont des statuts qui d'habitude devraient peut-être les avoir sur le terrain, mais des fois, il va falloir qu'ils entrent du banc. Puis je prends l'inverse aussi. C'est pour ça que je suis aussi d'accord avec Sinchuk Sili, mais c'est le même poste. Ouais, mais ils pourraient jouer ensemble à un moment donné, là, parce qu'il arrive plein d'affaires dans une saison, mais au début de l'année, ça commence demain. Célie a marqué, il a fait qui la commence, job. Parfait. Puis c'est une choc sur le banc. Parfait. OK. Mais c'est de ça dont on parle. Absolument. J'ai pas de problème avec ça. Parce que c'est pas il faut absolument mettre les deux sur le terrain. Non. Là. C'est ça. On est d'accord. Tableau. On est rendu... À l'extra? Au menu de l'extra? Oui. Qu'est-ce qu'on va parler dans notre extra cette semaine? Là, il y a... je suis curieux de savoir la formule des playoffs. T'es-tu dans le camp Jordi Alba 2024, puis tu chiignes un peu parce que c'est pas cool en Amérique du Nord, puis ça devrait pas être des 2-3 lors du premier tour. Marco Donadel, c'est passé rapidement dans la chronique en passant, mais ses adjoints, on a posé la question la semaine dernière quand Lucas Saputo et Marco Donadel ont fait leur bilan. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec les adjoints? On a un peu pelleté par en avant. Je pense qu'avec la quantité de sujets qu'on voulait aborder, c'est compréhensible. Puis moi, je te pose une question romantique sur les séries éliminatoires, parce que je suis pas un chigneux, je suis un romantique. Je veux que ça soit sur le tape. Puis, on inaugure une chronique, une première, peut-être une dernière probablement, on vous l'avait dit avant tout le monde, Maxime Crépeau à Toronto. Voilà. OK.